Et si je vous disais qu'en 1880, au cœur des terres sauvages du Nord, un bûcheron perçut un bruit étrange dans les bois, pour finalement découvrir une jeune fille algonquine attachée à un arbre, abandonnée et terrifiée. Ce qui suivit allait ébranler toutes ses certitudes sur le bien et le mal, et les mener tous deux sur un chemin qu'aucun haine aurait pu imaginer. Cette histoire n'est pas celle de cow-boy ou de hors-la-loi. C'est l'histoire d'un homme tentant d'enterrer son passé, d'une enfant arrachée à son peuple, et de elle, instant où leurs mondes entrèrent en collision. Mais pourquoi avait-elle été laissée là? Et qu'est-ce qui poussa cet homme à tout risquer pour lui venir en aide? Le soleil matinal étirait de longues ombres sur le paysage accidenté des hautes terres tandis que Guillaume Hervé abattait sa hache contre un pin robuste. À 53 ans, son corps le faisait souffrir un peu plus à chaque saison, mais le rythme de son labeur demeurait immuable. La sueur ruisselait sur son visage buriné, malgré la fraîcheur automnale qui était installée sur les montagnes. 5 années étaient écoulées depuis que il était retiré dans cette cabane isolée après avoir perdu sa femme et sa fille, emporté par le typhus. La solitude faisait désormais partie de lui, tout autant que la corne de ses mains. Guillaume marqua une pause, posant le fer de sa hache au sol pour scruter la forêt encerclant sa petite clairière. Quelque chose semblait différent ce jour-là. Le chant habituel des oiseaux était tu, remplacé par un silence inquiétant qui lui fit dresser les poils sur la nuque. Se fiant à son instinct, il fixa sa hache à sa ceinture et l'enfonça dans les bois, ses pas rendus quasi silencieux par des années de chasse. Le craquement d'une brindille immobilisa net. Guillaume s'accroupit, scannant les sous-bois jusqu'à ce que son regard se pose sur une vision troublante qui lui noua l'estomac. Attaché à un chêne massif, entravé par une corde rêche qui lui entaillait les poignets, se trouvait une enfant de tout au plus 12 ans. Ses cheveux noirs tombaient en mèches emmêlées autour d'un visage souillé de terre et de larmes. Les vêtements traditionnels qu'elle portait étaient déchirés et sales, témoignant de jours de mauvais traitements. « Mon Dieu » murmura Guillaume en approchant lentement, les mains levées pour montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. Les yeux de la jeune fille, écarquillés par la terreur, suivaient chacun de ses mouvements. Lorsque il arriva à quelques mètres, elle se mit à se débattre contre ses liens, déversant un torrent de paroles dans sa langue natale qu'il ne comprenait pas, bien que le sens en fût limpide. « Tout doux » dit-il doucement. « Je ne vais pas te faire de mal. » Il pointa les cordes du doigt, puis y mit un jet de coupe avec sa main. « Je vais te libérer. » Sa lutte intensifia à mesure qu'il approchait, mais Guillaume bougea avec délibération, tirant un petit couteau de sa poche. « Ça va aller » poursuivit-il, sa voix basse et posée, celle-là même qu'il utilisait autrefois pour calmer les chevaux effrayés. Les ordures qui ont fait ça, ils sont partis maintenant. La jeune fille se raidit lorsque la lame toucha la première corde, mais Guillaume travailla vite, sciant les fibres rugueuses. À mesure que les liens tombaient, il découvrit la peau à vif et sanglante en dessous. Une colère sourde embrasa dans sa poitrine. Il avait entendu des histoires de colons capturant des enfants autochtones, mais elles n'avaient jamais été témoins d'une telle cruauté. Lorsque la dernière entrave céda, elles enfants trébucha en arrière, manquant de effondrer avant de se rattraper au tronc de l'arbre. Guillaume recula pour lui laisser de espace et lui tendit sa gourde. De haut, dit-il simplement, la posant au sol entre eux avant de reculer d'un pas supplémentaire. Des minutes d'un silence intense écoulèrent avant que le désespoir ne l'emporte sur la peur. La jeune fille se jeta sur la gourde, buvant avidement tout en gardant ses yeux fixés sur lui. Guillaume remarqua les ecchymoses sur ses bras, la maigreur de son visage qui trahissait des jours sans nourriture décente. « Ma cabane est pas loin » dit-il en pointant vers le nord. « Manger, dormir. » Il mima le geste de manger et forma un toit avec ses mains, se doutant qu'elle ne comprenait que peu le français. « Où je peux t'emmener en ville ?» Même en prononçant ces mots, Guillaume savait ce que cela signifierait. La petite serait remise aux autorités, qui est en vrai probablement dans un de ces pensionnats gouvernementaux où on s'acharnait à effacer tout ce qui faisait d'elle une algonquine. Le regard de elles enfants naviguait entre Guillaume et la forêt dense qui les entourait. La liberté elle t'appelait, mais son état de faiblesse était évident. Quelle que fût la décision qu'elle s'apprêtait à prendre, elle fut interrompue par le bruit lointain de voix des hommes et de chevaux en approche. Des colons, marmonna Guillaume, identifiant immédiatement le danger. Sans réfléchir, il lui fit signe avec urgence de le suivre. « Viens. Pas en sécurité ici. » La compréhension du danger transcendait la barrière de la langue.
La jeune fille hésita qu'un instant avant de s'élancer derrière Guillaume, qui la guida rapidement à travers les arbres, loin des voix qui se rapprochaient. Ils se déplacèrent en silence, le vieux bûcheron jetant parfois un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'elle tenait la cadence malgré son épuisement manifeste. Lorsque ils atteignirent sa petite cabane nichée à flanc de montagne, la jeune fille tenait à peine debout. Guillaume la fit entrer rapidement, rassemblant des couvertures qu'il étala devant elle, âtre où rougeoyaient encore les braises du matin. « Repose-toi, dit-il en ajoutant des bûches pour raviver les flammes. Tu es en sécurité ici. » Elles enfant s'affaissa sur les couvertures, son corps capitulant enfin face à elle épuisement, bien qu'elle se positionnât de manière à pouvoir surveiller à la fois Guillaume et la porte. Ses yeux, malgré la fatigue, posaient une question qui avait nul besoin de traduction. « Je m'y appelle Guillaume, dit-il en posant une main sur son torse. Guillaume Hervé. Après un long moment, la jeune fille imita son geste, pressant sa paume contre son propre cœur. L'une, chuchota-t-elle, sa voix rauque par manque d'usage. Guillaume hocha la tête, quelque chose de longtemps endormi s'agitant dans sa poitrine alors qu'il se tournait pour préparer un ragoût simple dans le silence de sa cabane, rompu seulement par le crépitement du feu et les bruits feutrés de la cuisine. Le vieux bûcheron songea au coup du sort qui avait mené cet enfant à sa porte et aux tempêtes qui pourraient suivre son sillage. Dehors, le soleil continuait sa course à travers le ciel, indifférent à l'alliance improbable qui se nouait en contrebas. Au loin, des cavaliers fouillaient la forêt, leurs appels portés par le vent tels ceux d'une meute de loups en chasse. L'une se réveilla en sursaut, le cœur battant alors que le décor inconnu prenait forme. Les intérieurs de la cabane baignaient dans la lumière ambrée d'un feu mourant, des ombres dansant sur les murs de bois brut. Un instant, la panique lui saisit la poitrine jusqu'à ce que la mémoire lui revienne. Les hommes blancs avec le couteau, les cordes coupées, la fuite à travers la forêt. Elle se redressa lentement, grimaçant alors que son corps protestait à chaque mouvement, les plaies de sa captivité encore fraîches et douloureuses. De l'autre côté de l'unique pièce, Guillaume dormait sur une chaise, son visage marqué par le temps détendu par le sommeil, mais sa main reposant toujours sur une carabine en travers de ses genoux. L'une étudia avec prudence. Contrairement au colon qui avait capturé après avoir tué plusieurs membres de son clan, les yeux de cet homme ne recelaient aucune malveillance. Pourtant, l'expérience lui avait enseigné de dures leçons sur la confiance à accorder à quiconque avait la peau pâle. Dehors, les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les petites fenêtres. L'une se leva silencieusement, testant ses forces. La nourriture et le repos avaient quelque peu ranimé, bien que le souvenir d'avoir été lié à l'arbre pendant des jours après que les colons l'eurent abandonné envoya un frisson dans tout son corps. Elle se dirigea vers la porte, prenant soin de ne pas réveiller l'homme endormi. Le campement le plus proche est à 3 jours de marche vers le sud. La voix de Guillaume, rocailleuse de sommeil, la fit sursauter. Ses yeux étaient restés fermés pendant qu'il parlait. Tu y arriveras pas seul. Pas dans ton état. L'une se figea, la main sur le loquet rudimentaire. Je connais le chemin, répondit-elle dans un français hésitant, surprenant suffisamment Guillaume pour qu'il ouvre les yeux. Tu parles français. Quelques mots, reconnut-elle. École de la mission, avant. Elle fit un geste vague vers l'extérieur, incapable d'articuler la violence qui avait brisé son enfance, le raid sur la mission, sa recapture par les siens, puis elle attaque des colons qui avaient séparé de son groupe et mené à sa captivité. Guillaume hocha lentement la tête, se levant de sa chaise avec une grimace alors que ses articulations raides protestaient. Dès abord le petit déjeuner, dit-il en allant attiser le feu. Ensuite, nous discuterons où tu veux aller. La méfiance luttait avec la faim tandis que l'une le regardait préparer un repas simple de bouillie de maïs sucré à la mélasse. Lorsqu'il lui tendit un bol, leurs doigts effleurèrent brièvement, la faisant se reculer brusquement. Ces hommes qui t'ont attaché, dit Guillaume après qu'ils eurent mangé en silence pendant plusieurs minutes. Ils pourraient encore te chercher. La main de l'une se crispa sur sa cuillère. Les hommes aux cheveux paille, il ne l'arrêtera pas. Sa voix se durcit, chargée de peur et de haine. Il dit que je lui appartiens, maintenant. La mâchoire de Guillaume se serra à ces mots. Personne ne t'appartient à personne, dit-il fermement, une vieille colère allumant dans son regard. Plus maintenant. Les lois de l'homme blanc ne t'arrêtent pas les hommes blancs, observa l'une avec une sagesse bien au-delà de son âge.
Les amères vérités de sa phrase resta suspendue en eux. Après un moment, Guillaume posa son bol et traversa la pièce vers une malle dans le coin. Il revint avec une robe fanée et une petite paire de bottines. Elles appartenaient à ma fille, dit-il doucement en les offrant à l'une. Sophie, elle est partie, maintenant. La fièvre elle est à emporter, elle et sa mère, il y a 5 hivers. L'une hésita avant d'accepter les vêtements, comprenant le poids de ce qui lui était offert. Pourquoi Messier D, demanda-t-elle, la question qui lui brûlait les lèvres depuis que il t'avait libéré. Guillaume détourna le regard, fixant le feu comme il cherchait des réponses dans les flammes. Parce que c'était ce que Sophie aurait voulu, finit-il par dire. Et parce que c'était ce qu'il faut faire. La simplicité de sa réponse sembla satisfaire l'une. Elle disparut derrière une couverture que Guillaume avait suspendue pour lui offrir un peu des intimités et en ressortit vêtue de la robe de Sophie. Le tissu flottait sur sa silhouette frêle, mais la transformation en était pas moins saisissante. Dans ses vêtements de colon, elle aurait presque pu passer pour une enfant de la région, si ce était sa peau cuivrée et ses yeux d'obsidienne qui marqueraient toujours sa différence. Nous avons besoin de provisions, annonça Guillaume, ayant pris sa décision durant son absence. Je te conduirai jusqu'aux terres de ton peuple, mais il nous faut des vivres pour le voyage. Les yeux de Lunès écarquillèrent. Vous me ramèneriez chez moi. Je peux vous guider. Ça suffira, coupa-t-il en hochant la tête. Mais d'abord, nous devons aller au village. Tu devras rester silencieuse et me laisser parler. La peur traversa le visage de l'une. Le village est pas sûr pour moi. Nous serons prudents, elle assura Guillaume. Tu porteras le bonnet de Sophie pour cacher ton visage. Si quelqu'un demande, tu es ma nièce venue de Montréal. La jeune fille étudia un long moment avant d'acquiescer un signe de tête décidé. Quand partons-nous? Au jour de pluie. Plus vite nous partirons, mieux ce sera. Alors qu'ils préparaient leur départ, chargeant la mule de Guillaume avec les quelques objets qu'ils pourraient troquer, Lunès s'arrêta sur le seuil de la cabane. Elle homme aux cheveux paille, dit-elle doucement. Il s'appelle Bourgeois. François Bourgeois. Guillaume se figea, la reconnaissance éclairant son visage. François Bourgeois, éleveur de la vallée du Sud. L'une hocha sombrement la tête. Il tue mon peuple. Il prend les enfants. Ses yeux rencontrèrent ceux de Guillaume, emplis d'une intensité qui démentait sa jeunesse. Il vous tuera aussi, il me trouve ici. Guillaume ajusta sa carabine sur son épaule avec une détermination sinistre. Que il essaie, dit-il simplement, ouvrant la marche dans l'air vif du matin. Le trajet jusqu'à Val-des-Pins, la petite colonie nichée dans la vallée en contrebas de la demeure de Guillaume, leur prit la majeure partie de la matinée. À l'approche de l'amas de bâtiments en bois qui formait la rue principale, Guillaume remarqua le changement d'attitude de l'une. Ses épaules se voûtèrent, ses pas se firent plus petits, son regard fuyant sous le bonnet qui ombrageait ses traits. Souviens-toi, murmura-t-il alors qu'ils attachaient la mule devant le magasin général. Tu es ma nièce, Sophie. Tu n'as pas besoin de parler. Reste juste près de moi. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'ils entrèrent, attirant l'attention de Madame Perrier, épouse du propriétaire, qui les dévisagea avec une curiosité mal dissimulée. Guillaume était connu pour être un ermite qui ne venait en ville que par nécessité. Et certainement pas accompagné d'une enfant. Monsieur Hervé, salua-t-elle, ses yeux attardant sur l'une. Quelle surprise de vous voir en compagnie. La fille de mon frère, expliqua Guillaume sèchement en posant une liste sur le comptoir. En visite pour quelque temps. J'y ai besoin de provisions. Tandis que Madame Perrier rassemblait les articles, la porte ouvrit à nouveau, laissant entrer une bouffée d'air froid et le shérif de la ville, Thomas Grand. L'homme de loi salua Guillaume un signe de tête avant que son regard ne se pose sur l'une avec une intensité gênante. Je ne savais pas que vous aviez de la famille en visite, Hervé, commenta-t-il en approchant. Drôle de moment, avec tous les troubles ces derniers temps. Guillaume se tendit mais garda une voix égale. Quel trouble, shérif? Un raid algonquin a frappé le ranch de Bourgeois. Il y a 3 jours. Ils ont volé des chevaux, brûlé une dépendance. Les yeux de Grand ne quittaient pas le visage baissé de l'une. Bourgeois prétend qu'ils ont pris autre chose, aussi. Une fille, une jeune indienne qu'il avait recueillie par charité chrétienne.
Le mensonge était si flagrant que Guillaume dut réprimer un reniflement de dégoût. Vraiment? Parvint-il à dire, posant une main protectrice sur l'épaule de l'une. Je n'étais pas au courant. Ça vous dérange si je dis un mot à votre nièce? Demanda Grand, sa main venant se poser nonchalamment sur son pistolet à la ceinture. Guillaume sentit l'une trembler sous sa paume. Elle est timide avec les étrangers, dit-il en saisissant les paquets que Madame Perrier avait emballés. Et nous avons une longue route devant nous. Une autre fois, peut-être. La tension dans le magasin s'épaissit lorsque Grand fit un pas en avant, leur bloquant accès à la porte. J'y insiste, dit-il. Son ton amical était démenti par la froideur de son regard. Je veux juste lui poser quelques questions. Ce qui suivit se déroula si vite que les récits ultérieurs divergèrent. L'une, sentant le danger, se rua vers la porte. Grand tendit la main vers elle, agrippant le bonnet et elle t'arrachant pour révéler ses traits distinctement algonquins. Guillaume, réagissant à elles instincts, enfonça son épaule dans le torse du shérif, envoyant homme trébucher en arrière dans un étalage de boîtes de conserve. Cours! Hurla Guillaume en attrapant la main de l'une. Ils jaillirent du magasin pour se retrouver dans la rue, face à face avec trois hommes à cheval. L'une reconnut immédiatement un des une grande silhouette aux cheveux couleur de paille et aux yeux d'un bleu glacial. Eh bien, traîna François Bourgeois, un long sourire étalant sur son visage buriné par le soleil. On dirait que ma propriété a fini par retrouver son chemin vers la ville. La rue principale de Val-des-Pins se figea dans le silence, les habitants arrêtés net par la confrontation qui se jouait devant le magasin général. Guillaume se positionna légèrement devant l'une, sa main calleuse trouvant la carabine passée dans son dos sans toutefois la dégainer. Pas encore. Écartez-vous, Hervé, ordonna François Bourgeois du haut de son étalon alezan, elle anima grattant nerveusement la terre battue. Cette fille algonquine est ma propriété. Elle est enfuie après que je lui ai offert un toit et une éducation chrétienne. La voix de Guillaume, lorsque-t-il parla, porta clairement dans le silence tendu. Nul homme ne peut en posséder un autre, Bourgeois. Plus maintenant. Derrière eux, le shérif Grand émergea du magasin, la main posée sur son arme. Cela ne vous regarde pas, Hervé. La loi est claire concernant les fugitifs et les fauteurs de troubles indiens. La loi. Railla Guillaume sans quitter Bourgeois des yeux. La loi est-elle claire sur le fait d'attacher des enfants aux arbres et de les laisser mourir? Il éleva la voix, s'y adressant à la foule qui amassait. C'est là que je l'y ai trouvé, lié par une corde qui lui entaillait la chair jusqu'à os, abandonné dans la forêt. Des murmures parcoururent les spectateurs. Tout le monde à Val-des-Pins ne partageait pas les vues de Bourgeois sur la population autochtone, bien que peu osassent s'opposer ouvertement à lui compte tenu de sa richesse et de son influence. Le visage de Bourgeois assombri de colère. La sauvage a essayé de me voler après que je ne lui ai montré que de la bonté. La contrainte était nécessaire jusqu'à ce qu'elle puisse être correctement disciplinée. Son regard froid glissa vers l'une. Viens ici, fille. Maintenant. Les doigts de l'une agrippèrent à la veste de Guillaume, son corps tremblant, bien que ses yeux demeurassent pleins de défis. Non, dit-elle clairement, le mot unique résonnant à travers la rue. Une lueur dangereuse brilla dans les yeux de Bourgeois. Il fit un signe de tête aux hommes qui le flanquaient, et ceux-ci commencèrent à mettre pied à terre. Prenez-la, ordonna-t-il. Et apprenez au vieil homme ce qu'il en coûte de se mêler de mes affaires. Guillaume dégaina enfin sa carabine, obligeant les hommes à marquer un temps d'arrêt. Nous partons, déclara-t-il fermement. Quiconque essaiera de nous arrêter devra répondre à ceci. Le shérif Grand avança, sortant cette fois son pistolet. Baissez votre arme, Hervé. N'aggravez pas la situation. Impasse aurait pu se terminer dans un bain de sang, là, sur l'instant, si le destin n'était pas intervenu sous la forme de Madame Perrier, qui sortit de son magasin avec une autorité surprenante. Thomas Grand. Lança-t-elle sèchement au shérif. Avez-vous oublié que votre insigne signifie faire respecter toutes les lois, et pas seulement celles qui favorisent certains partis? Elle se tourna pour adresser à la foule grandissante. Je connais Guillaume Hervé depuis 15 ans. Il dit que la gamine a été maltraitée, je le crois. Depuis le bord de la foule, le médecin de la ville, un homme âgé nommé Elias Franqueur, avança. Je voudrais examiner cet enfant, annonça-t-il.
Il y a des preuves de mauvais traitement, cela change considérablement la donne. Bourgeois ricana. C'est absurde. La fille est une menteuse et une voleuse. Alors vous ne devriez rien avoir à craindre d'un examen, répliqua calmement le docteur Francoeur. Le visage de Ever se tordit de rage. Je n'ai pas de compte à vous rendre, vieil homme. J'y en rends au gouverneur de la province, qui se trouve être un ami personnel. Même le gouverneur doit respecter les preuves, contra Francoeur. Shérif, je demande l'autorisation de documenter l'état de la jeune fille avant qu'une quelconque action ne soit entreprise. Grand hésita, pris entre influence de bourgeois et les yeux inquisiteurs des habitants qu'il connaissait depuis toujours. Finalement, il abaissa légèrement son pistolet. Le doc examine. Ensuite, nous réglerons ça selon la loi. Guillaume échangea un regard avec l'une qui fit un signe de tête presque imperceptible. Il se tourna vers le docteur Francoeur. Nous acceptons, mais je reste avec elle pendant l'examen. Bien entendu, acquiesça le médecin. Le visage de bourgeois rougit davantage. C'est scandaleux. Je ne tolérerai pas. Vous le tolérerez ou vous ferez face à des accusations d'entrave, elle interrompit Grand, retrouvant un peu de colonne vertébrale alors que l'opinion publique basculait. Au cabinet du doc. Maintenant. Les autres, dispersez-vous. Alors qu'il se dirigeait vers la petite clinique du médecin au bout de la rue, Guillaume garda l'une près de lui, sa carabine toujours prête. Il la surprit en train de le regarder avec un mélange de peur et d'autre chose, une confiance prudente qui lui serra la poitrine sous le poids de la responsabilité. À l'intérieur de la clinique, le docteur Francoeur examina doucement les poignets et les chevilles de l'une, ses yeux bienveillants l'assombrissant devant les profondes plaies infectées causées par les cordes. Il documenta les ecchymoses sur son dos et ses épaules, preuve de coups répétés portés par ce qui semblait être une cravache. Cet enfant a été systématiquement abusé, déclara-t-il, sa voix lourde des autorités professionnelles. Les blessures aux poignets et aux chevilles indiquent qu'elle a été attachée pendant des jours, et non des heures comme le prétend M. Bourgeois. Elle est également malnutrie et déshydratée. Le shérif Grand, qui avait observé l'examen en silence, éclaircit la gorge, C'est préoccupant, doc. Mais ça ne change pas le fait qu'elle est algonquine et qu'il y a des protocoles. C'était une enfant, elle interrompit durement Guillaume. Algonquine ou pas. Le médecin hocha la tête en signe des accords tout en appliquant un baume sur les plaies de l'une. Je documente ces blessures officiellement, shérif. J'y enverrai des copies à la capitale si nécessaire. Grand passa une main dans ses cheveux, visiblement tiraillés. Bourgeois ne lâchera pas d'affaires, Hervé. Vous le savez. Moi non plus, répliqua fermement Guillaume. Dehors, il pouvait entendre la voix colérique de Bourgeois qui se disputait avec les habitants. La situation ne tenait qu'un fil. Il y a un couple de missionnaires de passage, dit doucement le docteur Francoeur. Les Jeannets, ils travaillent avec les clans algonquins plus au sud, ils ont un arrangement avec les chefs de tribu. Ils partent demain à Elsaube. Il regarda Guillaume de manière significative. Ils pourraient accueillir des compagnons de voyage. Guillaume comprit immédiatement la suggestion du médecin. Où loge-t-il ? Chez moi, répondit Francoeur. Venez à la nuit tombée. Utilisez la porte arrière. Cette nuit-là, comme promis, Guillaume et l'une se glissèrent à travers les ombres jusqu'à la maison du médecin. Madame Francoeur les accueillit avec un repas chaud et des couvertures propres, tandis que le couple de missionnaires, Ernest et Marguerite Jeannet, accepta de les inclure dans leur groupe en direction du sud. Nous pouvons vous amener à une journée de marche des terrains de chasse actuels de votre peuple, expliqua Ernest à l'une alors qu'ils étudiaient une carte rudimentaire à la lueur de la lampe. Mais tu dois comprendre que beaucoup de choses ont changé. De nombreux clans ont été forcés de rejoindre les réserves. Le visage de l'une resta impassible, mais Guillaume remarqua comment ses doigts se crispèrent autour de la tasse de thé que Madame Francoeur lui avait donnée. La sœur de ma mère est une guérisseuse, dit-elle doucement. Elle me trouvera si j'y atteins les montagnes sacrées. Plus tard, alors que l'une dormait sur une paillasse dans la cuisine des Francoeur, Guillaume assis avec le médecin sous le porche arrière, les deux hommes fumant la pipe et parlant à voix basse. Bourgeois a des hommes qui surveillent les routes, avertit Francoeur. Et il a télégraphié à son ranch pour obtenir des renforts.
Vous ne sortirez pas de la ville par les sentiers principaux. Guillaume hocha sombrement la tête. Les Jeannets ont mentionné une route par le col du Meunier. C'était traître à cette époque de les années, mis en garde le médecin. Mais ce pourrait être votre seule option. Il marqua une pause, étudiant les braises rougeoyantes de sa pipe. Vous avez pris un risque considérable pour cet enfant, Guillaume. Puis-je vous demander pourquoi? Guillaume resta silencieux un long moment, son regard fixé sur les montagnes lointaines qui se découpaient sur le ciel nocturne. Après la mort de Sophie et d'Élisabeth, finit-il par dire, j'y ai cessé de voir un but à quoi que ce soit. J'y existais, au jour le jour. Il tapota sa pipe contre la rambarde du porche. Trouver cette fille, voir ce qu'on lui avait fait, quelque chose est réveillé en moi. Quelque chose que je croyais mort avec ma famille. La compassion, suggéra Francoeur. La justice, peut-être, répondit Guillaume. Ou simplement le fait de savoir que certaines choses sont foncièrement mauvaises, et qu'un homme ne peut pas se prétendre homme il détourne le regard. Le médecin hocha la tête, compréhensif. Vous devriez vous reposer. Demain vous mettra tous deux à épreuve. L'aube se leva, brumeuse et glaciale, alors que le petit groupe se préparait au départ. Le chariot des Jeannets était chargé de vivres et de médicaments destinés au campement algonquin. Guillaume arrima le peu des affaires de l'une sur un cheval emprunté au médecin, puis elle l'aida à monter en croupe derrière lui. Ils avaient presque atteint la lisière du village lorsque le bruit de sabots au galop brisa la quiétude matinale. Bourgeois et 6 hommes armés bloquaient la route devant eux, carabines levées. Pas un pas de plus, lança l'éleveur, sa voix portant dans l'air vif. Je viens récupérer ce qui m'appartient. Ernest Jeannet fit avancer son attelage, s'arrêtant à portée de voix. Monsieur Bourgeois, nous sommes en mission pacifique sanctionnée par le gouvernement territorial. Ces personnes sont sous notre protection. Bourgeois cracha au sol. Votre mission ne l'intéresse pas, le prêcheur. La fille vient avec moi. Ou personne ne quitte cet endroit vivant. Guillaume sentit les bras de l'une se resserrer autour de sa taille, son visage pressé contre son dos. Il se pencha légèrement en avant, chuchotant, au moment où je te le dirai, glisse-toi au sol et cours vers les arbres. Les Jeannets suivront. Ne attends pas. Non, murmura l'une avec véhémence. Non. Pas te laisser. Avant que Guillaume ne puisse argumenter, la confrontation s'intensifia avec l'arrivée inattendue du shérif Grand, accompagné de plusieurs habitants, dont le forgeron et le propriétaire du magasin général. François, cria Grand en positionnant sa monture entre les hommes de Bourgeois et le groupe de Guillaume. C'est fini. Le rapport du docteur Francoeur a été attesté et signé par 12 citoyens. L'inspecteur territorial sera ici dès la fin de la semaine. Il se redressa sur sa selle. La fille part avec les missionnaires. Le visage de Bourgeois se tordit de rage. Tu choisis le mauvais camp, Grand. Je choisis le camp de la loi, répliqua fermement le shérif. Un instant, il sembla que Bourgeois allait ordonner à ses hommes de faire feu malgré tout. La tension s'étira comme un fil trop tendu jusqu'à ce que, finalement, l'éleveur abaissa sa carabine. Ce n'est pas terminé, promit-il, ses yeux froids fixant Guillaume. On est loin du compte. Il fit faire volte face à son cheval. On se replie, les gars. On réglera ça un autre jour. Tandis que Bourgeois et ses hommes battaient en retraite, Grand approcha du cheval de Guillaume. Vous vous êtes fait un ennemi dangereux, Hervé. Je surveillerai mes arrières si j'y étais vous. Guillaume hocha la tête en guise de remerciement. Nous serons loin avant qu'ils puissent se regrouper. Le shérif jeta un coup d'œil à l'une, qui elle observait avec lassitude. Bonne chance à vous deux, dit-il simplement avant de retourner vers la ville. Le voyage qui suivit les mit tous à épreuve. Le col du Meunier s'avéra aussi traître que prévu, un sentier étroit serpentant à travers un terrain rocheux où un seul faux pas pouvait signifier le désastre. À 2 reprises, ils aperçurent des cavaliers au loin, les hommes de Bourgeois tentant de leur couper la route, mais la connaissance du terrain des Ernest Jeannet leur permit d'échapper à la poursuite. Le 3e jour, alors qu'ils établissaient leur bivouac dans un canyon abrité, l'une s'assit près de Guillaume au coin du feu, expression pensive tandis qu'elle regardait danser les flammes. Demain, nous atteindrons la montagne la pierre qui parle, dit-elle doucement. Mon peuple sera dans la vallée juste après. Guillaume hocha la tête,
sentant une lourdeur inattendue dans sa poitrine à la pensée de leur séparation imminente. Tu seras bientôt chez toi. Lune garda le silence un long moment avant de demander, que ferez-vous après? La question prit Guillaume au dépourvu. Yen n'avait pas pensé au-delà du fait de ramener Lune en sécurité parmi les siens. Retourner à ma cabane, je suppose. Continuer à abattre des arbres, à vivre. Bourgeois ne t'oubliera pas, avertit-elle. Non, convint Guillaume. Yen t'oubliera pas. Lune étudia son visage buriné à la lueur du feu. Mon peuple a un dicton. Quand on sauve une vie, cette vie vous appartient en esprit. Mon esprit est lié au vôtre, maintenant. Guillaume secoua doucement la tête. Tuen appartient à personne, Lune. C'est et tout le but de ce voyage. Un léger sourire effleura les lèvres de la jeune fille. Pas appartenir comme un objet. Appartenir comme une famille. Elle posa sa main sur le bras du bûcheron. Vous pourriez rester avec mon peuple. Avec moi. Elviofre resta suspendu dans elle, air en creux, chargé de possibilités qu'aucun des deux haines avait osé envisager jusqu'à cet instant. La lumière du matin filtra à travers le canyon, peignant les parois rocheuses de teintes ambrées et dorées. Guillaume se tenait à la lisière de leur campement, contemplant les pics lointains de la montagne de la pierre qui parle. Derrière lui, les Jeannets préparaient leur chariot, tandis que Lune était assise en tailleur non loin, tressant un petit bracelet de lanière de cuir et de perles colorées qu'elle avait gardé caché dans ses vêtements tout au long de leur périple. C'était une amulette de protection, expliqua-t-elle lorsque elle surprit le regard de Guillaume. Les guerriers algonquins les portent face au danger. Elle noua le dernier lien et le lui tendit. Pour vous. Guillaume accepta le présent, tournant le simple bracelet dans ses mains calleuses avec révérence avant de l'attacher à son poignet. Merci, dit-il, sa voix plus rauque que des habitudes, chargée d'une émotion qu'il ne parvenait pas tout à fait à nommer. La suggestion de Lune de la veille résonnait encore dans son esprit. Rester avec les siens. Commencer une nouvelle vie. Cette idée était simultanément terrifiante et étrangement séduisante, un chemin que Hélène n'avait jamais considéré comme possible jusqu'à présent. Monsieur Hervé, appela Ernest Jeannet en s'approchant avec une carte à la main. Nous devrions discuter de notre approche finale. Le territoire algonquin commence juste après la crête, là devant, et nous devrons signaler correctement nos intentions pacifiques. Pendant que les hommes conféraient sur la carte, Marguerite Jeannet assis près de Lune, vérifiant doucement les plaies en voie de guérison sur ses poignets. Elles ont bien meilleure allure, dit-elle gentiment. Tu es une jeune femme forte. Les yeux de Lune restaient fixés sur Guillaume. C'est un homme bon, dit-elle simplement. Il aime à sauver, à tout risquer. Marguerite suivit son regard. Oui, est vrai, acquiesça-t-elle. De tels hommes sont rares, peu importe le peuple. Leurs moments de quiétude furent rompus par le bruit lointain de chevaux, de multiples cavaliers approchant rapidement de la direction où ils venaient. La tête de Guillaume se reva brusquement, sa main cherchant instinctivement sa carabine. Des cavaliers arrivent, avertit-il en scannant l'entrée du canyon. Au moins 6, peut-être plus. Ernest éteignit précipitamment leur feu. Ce pourrait être une partie de chasse algonquine, suggéra-t-il. Espérons-le. Non, dit sombrement Guillaume, reconnaissant la silhouette du cavalier de tête alors que les figures apparaissaient. C'était bourgeois. Lune se leva, le visage empreint de détermination plutôt que de peur. Il nous a suivis tout ce temps. Rejoins le chariot, ordonna Guillaume en vérifiant ses munitions. Je vais les retenir pendant que vous filez vers la crête. Nous ne vous laisserons pas derrière, protesta Ernest. Vous le devez, insista Guillaume, sa voix ne tolérant aucune réplique. Emmenez Lune vers son peuple. C'est tout ce qui compte maintenant. Marguerite se précipita pour rassembler leurs affaires tandis que Ernest préparait l'attelage. Lune restait figée, fixant Guillaume avec une panique grandissante dans les yeux. Vous aviez promis, dit-elle d'un ton accusateur. Vous aviez promis de me ramener chez moi. Guillaume posa ses mains sur les épaules de la jeune fille. Et tu rentreras chez toi. Les Jeannets y veilleront. Il la poussa doucement vers le chariot. Va-t'en, maintenant, je t'en prie. Les cavaliers en approche étaient désormais assez proches pour qu'ils puissent entendre Bourgeois hurler des ordres à ses hommes. Guillaume prit position derrière un gros rocher, carabine prête, alors que Ernest aidait Lune à monter dans le chariot.
Nous contournerons par le collet, dit le missionnaire à Guillaume. Si vous pouvez les retenir ici pendant 20 minutes, nous devrions atteindre le territoire algonquin sain et sauf. Guillaume hocha la tête. Allez-y. Alors que le chariot s'éloignait, Lune se retourna, son expression mêlée d'angoisse et de trahison. Guillaume se força à détourner le regard, se concentrant plutôt sur la menace qui approchait. Il avait promis de la ramener chez elle, et il tiendrait cette promesse, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il y avait. Les premiers coups de feu retentirent lorsque les hommes de bourgeois repérèrent le chariot qui s'éloignait. Guillaume riposta, ses tirs précis et mesurés, forçant les cavaliers à se mettre à couvert. Il ne cherchait pas à tuer, seulement à retarder l'échéance pour offrir à Lune et aux Jeannets le temps dont ils avaient besoin. « Abandonnez, Hervé !» hurla Bourgeois depuis les abris d'un affleurement rocheux. « Vous êtes seuls contre tous et nous sommes mieux armés. » Guillaume ne gaspilla pas son souffle à répondre, changeant plutôt de position pour maintenir les cavaliers cloués au sol. L'échange de coups de feu résonnait à travers le canyon, les minutes étirant comme des heures alors qu'il luttait pour gagner du temps. Une balle érafla son bras, déchirant sa veste et faisant couler le sang, mais Guillaume enregistra à peine la douleur. Son monde était rétréci à cet instant précis, à ce but unique, protéger la jeune fille qui, d'une manière ou d'une autre, avait réveillé quelque chose de longtemps endormi en lui. Juste au moment où ses munitions commençaient dangereusement à s'épuiser, le son de cris de guerre lointains emplissait l'air. Guillaume et les hommes de bourgeois se figèrent, se tournant vers la source de cette nouvelle menace. Sur la crête, au-dessus d'eux, une douzaine de guerriers algonquins apparurent, leurs visages peints figés dans une détermination féroce alors qu'ils décochaient une volée de flèches sur les hommes de l'éleveur. Parmi eux, Guillaume repéra Lune, le pointant directement du doigt depuis le côté d'un grand guerrier dont la coiffe élaborée le désignait comme un personnage d'importance. « La fille a rejoint les siens !» cria un des hommes de bourgeois, paniqué. « On doit se replier, bourgeois !» Le visage tordu par la rage, Bourgeois tira une dernière balle en direction de Guillaume avant d'ordonner la retraite. Le projectile frappa la roche près de la tête de Guillaume, envoyant des éclats de pierre dans son visage et aveuglant momentanément. Lorsqu'il essuya le sang de ses yeux, les guerriers étaient descendus dans le canyon, elles encerclant, flèches encochées et prêtes à partir. L'une se fraya un chemin à travers leurs rangs, se précipitant aux côtés de Guillaume. « Vous êtes blessé ?» dit-elle en examinant les plaies sur son visage et son bras. « Je survivrai », assura-t-il en regardant les guerriers avec lassitude. « Tu as trouvé ton peuple rapidement. » L'une hocha la tête. Ils chassaient tout près, ils ont entendu les coups de feu. Elle se tourna vers le grand guerrier qui avait suivi. « Voici mon oncle Aigle Noir, le frère de mon père. » Aigle Noir étudia Guillaume intensément avant de s'adresser à Lune dans leur langue natale. Elle répondit rapidement, faisant des gestes vers Guillaume puis dans la direction où Bourgeois était enfui. La conversation se poursuivit pendant plusieurs minutes, des autres guerriers ajoutant occasionnellement des commentaires que Guillaume ne pouvait comprendre. Finalement, l'une se tourna de nouveau vers lui. « Mon oncle dit, tu as combattu avec bravoure. Il demande pourquoi un homme blanc risquerait sa vie pour une fille algonquine. » Guillaume réfléchit soigneusement à sa réponse, conscient que ces mots pourraient déterminer son sort. « J'y ai fait ce que tout homme digne de ce nom aurait fait, dit-il simplement. Elle avait besoin d'aide. Je pouvais la lui donner. » Après que l'une eut traduit, Aigle Noir s'approcha de Guillaume, expression indéchiffrable. Il tendit la main et saisit l'avant-bras de Guillaume dans un salut guerrier, prononçant des paroles que l'une traduisit, il dit, « Tu as le cœur d'un véritable guerrier. Tu es le bienvenu parmi notre peuple. » La tension dans le canyon se dissipa alors que les guerriers abaissaient leurs armes. Deux des peintres aidèrent Guillaume à se relever, le soutenant tandis qu'ils entamaient le voyage vers leur campement au-delà de la crête. Pendant leur marche, l'une resta à ses côtés, touchant occasionnellement son bras comme pour s'assurer de sa présence. « Je leur ai parlé de Bourgeois, expliqua-t-elle. De la façon dont ils capturent les enfants de notre clan. De la façon dont vous avez libéré. Ils vous croient. Ils ont perdu des enfants. Beaucoup d'enfants. Ils connaissent l'homme aux cheveux de paille. » Son expression s'assombrit. Ils le surveilleront, désormais. Le campement était plus vaste que Guillaume ne avait imaginé. Des douzaines de tipis étaient disposés en un cercle traditionnel, des chevaux paissant dans une prairie voisine.
À leur entrée dans le camp, des visages curieux émergèrent pour observer l'homme blanc blessé escorté par leurs guerriers. Une femme âgée fendit la foule qui amassait, son visage marqué par les années illuminant à la vue de lune. La jeune fille écarta du flanc de Guillaume pour courir dans l'étreinte de la femme avec un sanglot de soulagement. Ma tante, expliqua l'une plus tard, alors qu'un guérisseur soignait les blessures de Guillaume à l'intérieur du tipi des Aigues Noires. Elle me croyait morte. Au fil des jours qui suivirent, le statut de Guillaume au sein du camp évolua de celui des étrangers suspects à celui des invités des honneurs. Ses blessures guérirent sous les soins experts du guérisseur de la tribu, et il commença à apprendre des mots et des phrases de base dans leur langue. L'une le quittait rarement, le présentant fièrement aux divers membres de sa famille étendue et lui enseignant leurs coutumes. En retour, Guillaume partageait ses compétences, améliorant leurs pièges de chasse et aidant à construire des abris d'hiver plus durables. Une semaine après leur arrivée, alors qu'ils étaient assis près du feu communal, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes lointaines, l'une posa la question qui flottait entre eux depuis leur retrouvaille dans le canyon. « Resterez-vous » demanda-t-elle, ses yeux sombres reflétant la lueur du feu. « Avec nous ?»« Avec moi ?» Guillaume regarda autour du camp, observant la routine paisible de la vie quotidienne, si différente de son existence solitaire dans la cabane, et pourtant étrangement familière dans ses rythmes et sa raison d'être. « Je n'ai pas ma place ici, dit-il doucement. « Pas vraiment. » Le visage de Lune s'affaissa, mais Guillaume poursuivit, cependant, « Je ne pense pas avoir ma place dans cette cabane vide non plus. » Il toucha le bracelet qu'elle lui avait donné, toujours attaché à son poignet. Aigle Noir a parlé d'une vallée à l'ouest, où les frontières entre les terres algonquines et le territoire des colons estampent. Un endroit où quelques personnes des deux mondes ont trouvé un moyen de vivre en paix. L'espoir se raviva sur le visage de Lune. « Vous iriez là-bas ? Nous pourrions y aller. » Guillaume rectifia prudemment, « Si ta tante et ton oncle le permettent, je pourrais construire une cabane. Tu pourrais apprendre les deux modes de vie. Garder ton héritage tout en apprenant les compétences dont tu pourrais avoir besoin dans ce monde qui change. » Lune considéra la proposition, les sourcils froncés par la réflexion. Comme une famille. La question prit Guillaume au dépourvu, remuant des émotions qu'il avait verrouillées depuis la perte de Sophie et d'Élisabeth. Oui, dit enfin, la voix rauque des émotions. Comme une famille. 2 jours plus tard, après de longues discussions avec les anciens de la tribu et les proches de Lune, la permission fut accordée. Aigle Noir lui-même les guiderait jusqu'à la vallée et aiderait à établir des relations avec la communauté mixte qui y était enracinée. Le matin de leur départ, alors que Guillaume arrimait leur maigre possession sur un cheval fourni par la tribu, la tante de Lune approcha de lui, pressant une petite bourse médecine dans sa main en guise de protection. Lune traduisit les paroles de la vieille femme. Elle dit, « Ton esprit était blessé comme le mien, mais il devient plus fort chaque jour. » Elle dit. Lune marqua une pause, semblant embarrassée par la suite. « Quoi ?» Elle encouragea doucement Guillaume. Elle dit que nous étions destinés à nous trouver. Que le Créateur rassemble parfois les morceaux brisés pour en faire un tout nouveau. Guillaume referma ses doigts sur la bourse, hochant la tête en remerciement vers la femme âgée qui lui confiait les avenirs de sa nièce. Alors il est éloigné du campement, Lune à ses côtés sur sa propre monture et Aigle Noir ouvrant la voie, Guillaume ressentit un sentiment de but qui lui avait échappé depuis ce jour terrible où la fièvre avait emporté sa famille. Le chemin à venir était incertain, semé des embûches tant par le monde naturel que par celui des hommes. Mais pour la première fois depuis des années, il regardait vers l'avenir avec espoir plutôt qu'avec résignation. « Pensez-vous que Bourgeois nous retrouvera ?» demanda Lune alors qu'il franchissait une colline. La vallée étendait devant eux comme une promesse. Guillaume considéra la question sérieusement. Il pourrait essayer, reconnut-il. Les hommes comme lui abandonnent pas facilement ce qu'ils croient leur appartenir. Je ne suis pas à lui, déclara fermement Lune. Non, convint Guillaume, un sourire rare traversant son visage marqué par le temps. Tu es ta propre personne, et maintenant, tu es aussi ma famille. Aigle Noir, chevauchant en tête, pointa vers un panache de fumée lointain élevant du fond de la vallée, premier signe de la communauté qui deviendrait leur nouveau foyer. Guillaume talonna son cheval, Lune gardant le rythme à ses côtés. Tous deux avançaient vers un avenir incertain qui, malgré tous ses dangers, portait plus de promesses qu'aucun des deux aurait pu imaginer lorsque le destin les avait réunis dans la nature sauvage. Alors qu'ils descendaient dans la vallée,
Le soleil couchant étirait leurs ombres longuement sur le paysage, non plus des silhouettes distinctes, mais entrelacées, comme les fils d'une couverture fraîchement tissée, plus forts ensemble que séparés.